Bien, bonjour à tous. Un grand merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité à participer. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année pendant cette semaine où nous parlons essentiellement des neurosciences, du cerveau. Cette année, on va le faire en digital. Alors l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'aborder l'approche cognitivo-comportementale de la résistance au changement. Et nous allons voir, il y a pas mal de choses à dire. Alors, pour commencer déjà, on peut se poser quelques questions. Première question à se poser, c'est savoir pourquoi changer. Après tout, à quoi ça sert de modifier son comportement? À quoi ça sert de changer sa manière de penser et sa manière d'agir? Deuxième question à se poser, comment changer? Déjà, à partir du moment où on prend la décision de changer, on va essayer d'adopter des styles de conduite de changement. Changer ne veut pas dire prendre la décision de changer et modifier son comportement. Il faut qu'on adopte certaines techniques, certaines stratégies pour cela. Et finalement, le changement, pourquoi changer, comment changer? Surtout pour essayer de faire face aux résistances. Et ces résistances, vous allez le voir, elles ont la vie dure. Alors les processus de changement, le processus de changement, plusieurs processus de changement. Premier processus qui peut être abordé, ça va être le processus de déblocage par rapport à l'état actuel. C'est-à-dire que la première étape, c'est de préparer l'individu ou le groupe à changer et à accepter le changement, ce qui n'est pas évident. Deuxième étape, c'est l'état de transition. C'est-à-dire dans ce cadre-là, dans la dynamique de changement, l'état de transition correspond aux changements spécifiques à mettre en place. Ces changements spécifiques à mettre en place, ils doivent avant tout être compris et acceptés par le plus grand nombre. Troisième processus, le reblocage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint l'état désiré, ça correspond au processus par lequel le nouveau comportement acquis devient un comportement habituel. Donc vous le voyez, un changement ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Alors, dans ce contexte, comment prendre en compte la dynamique cognitive? En fait, la dynamique cognitive peut se résumer à ce schéma, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un stimulus, une stimulation environnementale qui va s'appliquer à nous et qui va stimuler certains schémas cognitifs, des schémas de pensée. Et ces schémas de pensée vont induire une réponse spécifique. Alors, si on essaye de voir ça un petit peu plus en détail, en fait, ces schémas cognitifs, ils correspondent à quoi? Ces schémas cognitifs correspondent à un ensemble de savoirs acquis sur le monde. Ils sont stockés, on va dire, au niveau des thérapies comportementales et cognitives, ils sont stockés en mémoire à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils fonctionnent automatiquement, quelque part pour nous permettre d'économiser notre système nerveux central. Prenons un exemple, quand vous conduisez pour aller de chez vous jusqu'à votre travail, vous allez conduire et vous n'allez pas vous arrêter à chaque fois en réfléchissant, en disant alors le feu est rouge, je vais attendre qu'il soit au vert, je vais passer la vitesse, je vais accélérer, etc., etc. Vous allez arriver à votre travail sans avoir eu aucun accident, aucun incident. Par contre, vous ne saurez pas a posteriori si le feu était rouge à telle rue, si y avait un passant qui a traversé au passage clouté, si vous avez ralenti à tel endroit. Pourtant, vous l'avez fait. Mais c'est quelque chose qui s'est mis en place automatiquement pour justement préserver notre système nerveux central. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le système nerveux central va toujours chercher à fonctionner à l'économie. Donc ces schémas cognitifs fonctionnent habituellement et tout le temps de manière automatique. Et ces schémas cognitifs nous permettent de réguler nos comportements. Alors soit dans le sens d'une confirmation, si je fais bien quelque chose, le schéma cognitif va s'ancrer et confirmer que j'ai bien fait et la fois prochaine, je vais continuer à bien faire, soit en essayant de modifier les choses. Exemple, si je touche une plaque chauffante rouge, je vais me brûler la main, la fois d'après, si elle est rouge, j'éviterai de me brûler la main dessus. Alors en fait, cette activité des schémas, comment on peut la caractériser? Cette activité des schémas va permettre déjà le filtrage et la sélection des informations nouvelles. Ça va permettre aussi l'organisation des informations stockées en mémoire à long terme. Ça va permettre aussi de récupérer les informations en mémoire à long terme.
Et ça va nous permettre également de gérer l'action. Donc vous le voyez, ces schémas cognitifs sont vraiment à l'origine de notre mode de fonctionnement. Alors, si on reprend le modèle de Beck, finalement, on pourrait dire que ces schémas cognitifs correspondent en quelque sorte à une dynamique inconsciente. Ils vont donner naissance à des pensées qui sont des pensées automatiques, des pensées qui ne sont pas réfléchies, mais des pensées qui vont se retrouver, on va dire, dans le préconscient, c'est-à-dire que on a conscience de ces pensées, mais ce ne sont pas des pensées réfléchies, adaptées. Et par contre, entre les deux, peuvent se trouver ce qu'on appelle des erreurs cognitives. Et c'est là où on va essayer d'agir, en particulier au niveau de ce qu'on appelle ces fameuses thérapies comportementales et cognitives. Alors, prenons des exemples par rapport au concept de résistance, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on a une certaine résistance au changement, on va avoir des interprétations inadaptées concernant soi-même, concernant l'environnement et concernant le futur. C'est-à-dire que finalement, ce concept de résistance au changement va stimuler des schémas spécifiques, des schémas qui sont désadaptés en fait dans ce cadre. Et l'objectif et le but de la manœuvre, pour essayer de lutter contre ça, c'est d'essayer de modifier les schémas par des méthodes cognitives, comportementales, émotionnelles et interpersonnelles. C'est-à-dire que là encore, pour aboutir à un changement, ça ne se fait pas, comme on disait, sur un claquement de doigts. Alors, finalement, on peut se poser quelques questions aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que si un schéma ne correspond pas à la réalité, comment expliquer qu'il se maintient ? C'est-à-dire que si, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du fait de poser la main sur la plaque rouge, si je pose ma main sur une plaque rouge chauffée et que je me brûle, pourquoi à ce compte-là, j'aurais tendance par la suite à remettre ma main là-dessus ? Je devrais apprendre que ça me fait mal, ça me brûle et je devrais plus le faire. C'est pas aussi simple que ça. Finalement, les expériences quotidiennes devraient venir corriger les erreurs des schémas. Les individus devraient se rendre compte de leurs erreurs de jugement. Et qu'est-ce que ça serait bien, cela dit ? Finalement, on constate que les troubles émotionnels, malgré tout, perdurent et que les schémas cognitifs désadaptés, dysfonctionnels, ne sont pas toujours corrigés. Alors, ces schémas, finalement, ils sont maintenus par des erreurs de jugement et d'appréciation de la réalité. C'est-à-dire que finalement, les sujets qui ont un comportement désadapté, ils vont faire correspondre l'expérience à leur schéma et pas l'inverse. C'est là où réside le problème essentiellement. Et finalement, il y a des processus dysfonctionnels qui vont être utilisés, ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Les distorsions cognitives, ce sont des processus de pensée qui sont désadaptés en quelque sorte. Ces processus dysfonctionnels, ces distorsions cognitives, permettent de confirmer la croyance et protègent le schéma rigide du changement. Alors, prenons quelques exemples de distorsions cognitives. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous voyez dans ces distorsions cognitives des processus de pensée qui sont les vôtres, ne vous inquiétez surtout pas. On a tous des systèmes de distorsion cognitive bien ancrés et c'est tout à fait normal. Moi, je me souviens quand j'ai appris ces distorsions cognitives, à chaque fois que j'en apprenais une, je m'inquiétais parce que je me disais « oulala, j'ai ça ». Non, c'est tout à fait normal. Alors, prenons un premier exemple de distorsion cognitive, l'inférence arbitraire. L'inférence arbitraire, c'est tirer des conclusions sans preuve. Alors, par exemple, il ne m'a pas parlé parce que je ne suis pas de bonne compagnie. Cette thérapie ne fonctionnera pas. Je suis incurable. Quelle preuve on a de ça ? Peut-être que la personne ne m'a pas parlé parce qu'elle était occupée à autre chose, qu'elle était perdue dans ses pensées, qu'elle était en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Cette thérapie ne fonctionnera pas. Comment je le sais ? J'en sais rien. Peut-être qu'elle fonctionnera très bien. Il faut d'abord que je la teste, peut-être. L'abstraction sélective. L'abstraction sélective, c'est sortir un élément du contexte et tirer des conclusions aussi par rapport à ça. Exemple, le joueur de tennis qui gagne le match, mais qui ne s'en réjouit pas et qui ressasse les erreurs effectuées. En gros, il a gagné son match, mais il va dire, tiens, tel service, je l'ai loupé, tel revers, je l'ai mal fait, etc. À la rigueur, on aurait presque tendance à dire, mais tu t'en fiches, tu as gagné ton match. Mais non, il va continuer à gamberger là-dessus. Autre distorsion cognitive, le concept de surgénéralisation.
La surgénéralisation, alors on va dire que c'est un concept un peu sudiste, hein. C'est vrai que Marseille, Nice, tout le sud, on est un peu dans ce contexte-là en général. Mais en gros, la surgénéralisation, c'est dire, ma fille a eu 2 sur 20 en maths, elle va rater sa vie. C'est la catastrophe, d'accord? De ça, on en fait ça. Autre exemple de distorsion cognitive, la personnalisation. La personnalisation, c'est en gros se mettre au milieu alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Exemple, ma fille a eu 2 sur 20 en maths, c'est de ma faute. Moi aussi j'étais nul en maths, je suis une mauvaise mère. Autre exemple de distorsion cognitive, le concept de maximalisation, minimalisation. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est la maximalisation du négatif. Exemple, j'ai fait une erreur dans mon travail, mes collègues vont me trouver absolument incompétent. Et par contre, pour ce qui concerne le positif, on va avoir tendance à minimiser les choses. Exemple, il a dit ça, oui d'accord, c'est agréable, mais c'est uniquement pour me faire plaisir. Il ne le pense pas. Autre exemple de distorsion cognitive, le raisonnement dichotomique. Le raisonnement dichotomique, c'est ou tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de gris dans ce cadre-là. Exemple, si je n'ai pas été embauché, c'est que je ne vaux rien. En gros, oui, j'ai eu un échec. Maintenant, ça ne veut pas dire que les fois prochaines, ça va louper. Mais globalement, j'ai pas été embauché. En gros, c'est le max. Je suis nul, je peux rien faire. Alors, une fois qu'on a abordé un petit peu ces concepts cognitifs, ces concepts de distorsion cognitive, eh bien, on va essayer de réfléchir aux moyens de changer. C'est-à-dire que c'est bien d'essayer de changer, c'est bien de comprendre pourquoi on ne change pas et qu'est-ce qui fait que on se retrouve coincé dans des raisonnements et dans des comportements qui sont désadaptés. Maintenant, le fait de changer, il faut essayer de mettre en place des stratégies adaptées pour ça. Alors, principalement, 4 modèles ont été décrits dans une dynamique de changement. On va essayer de le revoir en détail. Premier modèle, le modèle basé sur l'autorité. Deuxième modèle, le modèle basé sur l'intervention. Troisième modèle, le modèle basé sur l'information et la communication. Et le dernier modèle, modèle basé sur la participation. Alors, à quoi ça correspond tout cela? Le modèle basé sur l'autorité. Le modèle basé sur l'autorité, dans ce cadre, eh bien, c'est le modèle technocratique ou le style direction-coercition. C'est-à-dire, en gros, dans ce modèle, on se base sur l'autorité des dirigeants pour faire appliquer des projets de changement conçus unilatéralement. C'est-à-dire que dans ce cadre, je dis, tu exécutes. En fait, ce modèle, il s'appuie sur un mode de fonctionnement vertical et descendant. Concrètement, ce modèle ne valorise absolument pas l'individu. On observe surtout ça dans des situations de crise grave. Tiens, prenons un exemple totalement au hasard. Maintenant, il faut mettre le masque et le week-end, vous restez chez vous. Voilà, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Et si vous ne respectez pas ça, vous prenez un PV. Alors, deuxième modèle, le modèle basé sur l'intervention. Il est également appelé aussi style innovant, c'est-à-dire que dans ce cadre, ce modèle consiste en l'intervention d'une équipe qui prend en charge le développement du projet de changement et l'élaboration d'une démarche qu'elle fait appliquer, tout en se souciant de son acceptation. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la contrainte est atténuée par le caractère progressif du changement. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un changement, mais on va expliquer pourquoi, on va l'accompagner, on va montrer l'exemple, c'est quand même le moindre des choses, et on va essayer de valider et d'évaluer les résultats au final. Autre modèle, le modèle basé sur l'information et la communication. Alors dans ce modèle-là, le projet de changement conçu et finalisé par les dirigeants, eh bien il est présenté aux individus dans le but de les faire adhérer. C'est-à-dire que les concepteurs vont déployer et soignent des techniques de communication et de négociation en vue de convaincre la base et de la mener à l'adhésion. C'est-à-dire que là encore, pour reprendre un exemple d'actualité, dans ce contexte, on va dire, restez confinés, parce que si vous ne vous confinez pas, le virus va partir partout, on va se retrouver avec des hôpitaux saturés, on va se retrouver avec une maladie qui se développe à tous les niveaux, dans toutes les strates de la société, et finalement, à terme, on va avoir de sérieux problèmes. C'est un peu ça la dynamique axée sur le modèle de l'information et de la communication.
Dernier modèle, le modèle basé sur la participation. Alors, je vous le cache pas, c'est quand même un des modèles qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que ce modèle, eh bien, dans ce cadre-là, va essayer de privilégier une dynamique participative. C'est-à-dire que dans ce modèle, les agents de base ont la possibilité de participer à l'élaboration même du projet de changement. C'est-à-dire que dans ce contexte, c'est un modèle endogène où les individus portent le projet de changement dans toutes ses étapes. Ainsi, on espère emporter leur adhésion. C'est-à-dire que concrètement, c'est beaucoup plus difficile de demander à quelqu'un d'adhérer à un sujet, d'adhérer à un projet, s'il n'a pas participé à son élaboration. Maintenant, s'il est dans le projet de changement depuis le tout début, c'est plus difficile pour lui de dire « Ah ben non, maintenant moi, je me retire de ce projet-là ». Alors, ce qui est important dans tous ces modèles, de toute manière, c'est d'essayer de repérer la présence de résistance. C'est-à-dire qu'en gros, les résistances au changement s'observent principalement dans les groupes des acteurs qui ne sont pas concepteurs du projet et qui ne font pas partie de l'équipe du projet. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, c'est beaucoup plus facile de critiquer à partir du moment où on n'a rien fait. On reste à l'extérieur, on ne participe pas et à terme on dit « Ah non, mais moi ça ne me convient pas ». Une attitude courante de manifestation de la résistance, eh bien ça va correspondre par exemple à la passivité, au retrait de l'action, à l'attentisme. Mais globalement, il peut y avoir également des attitudes d'opposition ouverte qui se manifestent. Restons dans l'actualité une nouvelle fois par rapport au vaccin anti-Covid. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont concrètement contre le vaccin, avec leurs opinions, que ce soit le fait que ça modifie notre ADN, que ce soit le fait que ça nous injecte une puce 5G où on pourra être ciblé par des publicités, ou tout simplement parce que c'est des gens qui n'aiment pas le vaccin et qui attendent de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent j'attends un peu, je ferai le vaccin, mais peut-être dans un second temps. Mais dans tous les cas, il s'agit de problématiques de résistance. Alors, les limites de l'approche par la persuasion, déjà, il y a une dynamique qui est très importante, c'est-à-dire que le présupposé qui est de dire « agissons sur les idées, les actes suivront », déjà, ce présupposé, il a des limites. En fait, souvent, et on fonctionne pareil tous dans ce modèle-là au départ, on part souvent du postulat selon lequel les comportements découlant logiquement des idées, il suffit de changer les idées pour changer les comportements. Et le problème, c'est que c'est complètement faux et il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé que ça ne fonctionnait pas. Alors je vous en ai cité une, c'est l'étude de Peterson et collaborateurs en 2000. En fait, ce qu'ils ont mis en évidence, ils se sont intéressés justement aux personnes qui fumaient, aux jeunes qui fumaient. Et finalement, la probabilité de fumer à 17 ans n'est pas plus faible chez les élèves ayant suivi 65 séances de sensibilisation entre 8 et 17 ans que chez les élèves n'ayant pas suivi ces séances. C'est-à-dire que finalement, on était parti du principe que on va sensibiliser les jeunes, on va leur dire c'est pas bien de fumer, etc. Il faut pas regarder le mal que ça peut faire, etc. Ça n'a eu aucun impact. L'approche classique en termes de persuasion voit aujourd'hui son efficacité amoindrie par des résistances croissante. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et on le voit là encore dans l'actualité, dans tout ce qu'on évoque au niveau du quotidien, on voit que convaincre est de plus en plus difficile. Les liens entre les opinions et les comportements ne sont pas automatiques. Prenons notre exemple. On est tous d'accord sur le fait qu'attacher la ceinture à l'arrière de la voiture renforce la sécurité de la route. Et à côté de ça, combien le font tous les jours, même pour un enfant ? Regardez à la sortie des écoles. Je veux dire, le matin, quand les parents amènent les gamins parce qu'ils sont en retard, etc., il y en a beaucoup qui sont pas attachés. Et pourtant, on sait que c'est important, ça fait partie de la sécurité. Donc finalement, les discours de conviction ou de culpabilisation ne suffisent absolument pas pour obtenir des changements de comportement. D'accord ? On fume, on boit, on mange gras, on mange salé. Et pourtant, à chaque fois, regardez bien, il y a marqué
ne pas manger gras, ne pas manger salé, faites du sport, etc., etc. Donc, on voit que ces messages ne suffisent pas à changer durablement notre comportement. Finalement, informer sert au fil du temps à modifier les savoirs, les opinions, à provoquer des crises de conscience. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus abandonner les messages. C'est important de le dire, c'est important d'expliquer, mais globalement, ça ne va pas modifier dans l'immédiat notre comportement. Trier les ordures, tout le monde le fait, plus ou moins. Au tout début, quand ça a été dit, ça a été expliqué, on a dit oui, il faut trier, c'est bon pour la planète, etc. Mais il y avait quoi? Il y avait 2% des personnes qui le faisaient. Donc finalement, on s'aperçoit que le message passe, mais avec le temps. Information et argumentation sont donc nécessaires, mais pas suffisantes pour modifier, mobiliser durablement. Changement des idées ne signifie pas nécessairement changement de comportement. Vous posez la question à n'importe qui. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire il faut sauver la planète. Maintenant, qui roule à l'écologique? Qui va préférer marcher 3 km plutôt que de prendre la voiture, etc., etc. Le plus souvent, il y a toujours un décalage entre les idées et les actes. Alors, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'essayer de dire comment combler ce décalage. Alors, finalement, l'objectif, c'est d'essayer d'aller vers une communication engageante. Alors on va le voir, ça a été pas mal étudié, ça aussi, au niveau psychologique, au niveau cognitif, au niveau comportemental. Alors on va aborder deux éléments spécifiques, l'apport de Lewin et la théorie de l'engagement. Alors, l'apport de Lewin. Aux États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les efforts de guerre impliquent des contraintes sur l'économie nationale. Le gouvernement va donc demander aux familles américaines de consommer des produits moins nobles et principalement des abats qui permettent d'éviter les problèmes de malnutrition et de carence alimentaire. Donc dans ce cas-là, le gouvernement américain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à des spécialistes des sciences du comportement et donc ils ont proposé à Lewin de monter un groupe de travail, donc Lewin étant un psychologue qui travaillait au Michigan State University. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Lewin? Lewin, il a proposé deux stratégies pour un même changement. Première stratégie, la stratégie classique de persuasion. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni des jeunes femmes et on demande à un conférencier de s'appuyer sur des arguments pour les convaincre de l'intérêt à cuisiner les abats. Le débat terminé, les jeunes femmes se disent prêtes à servir des abats et sont toutes convaincues de la nécessité de le faire. Effectivement, on n'a pas accès à d'autres produits, on est en période de malnutrition, donc effectivement, pour nourrir sa famille, il faut cuisiner des abats et mettre ça de manière régulière au menu. Tout le monde est parti de cette réunion, tout le monde était bien d'accord avec ça. 3 semaines plus tard, les mêmes personnes ont été interrogées. À peine 3% d'entre elles ont déclaré avoir servi des abats. Donc en gros, presque personne, ça n'avait absolument pas fonctionné. Donc Lewin a réuni son groupe d'experts et ils ont essayé de développer une deuxième stratégie qui est la stratégie de l'engagement. Alors cette fois-ci, c'est un animateur qui prend la place du conférencier, donc c'est plus un grand scientifique qui va expliquer le pourquoi, le comment, l'apport en fer, l'apport en protéines, etc., etc. Par contre, il a pour consigne de faire valoir les mêmes arguments auprès d'autres ménagères réunies en aussi petits groupes. S'il se doit de favoriser les échanges entre les participantes, il se doit surtout de leur demander, au terme de la séance, de lever le bras pour indiquer qu'elles sont volontaires pour servir les abats. C'est-à-dire qu'en gros, il leur propose de s'engager psychologiquement, physiquement à le faire. Les bras se lèvent. 3 semaines après, les personnes sont interrogées. Et finalement, 32% d'entre elles affirment avoir servi des abats. Donc pour le coup, 1/3 de la population incluse. Donc finalement, on s'aperçoit que dans cette dynamique, entre la motivation à se comporter et le comportement effectif,
le lien n'est pas direct. Il faut faire intervenir un maillon intermédiaire, qui est l'acte de décision. C'est-à-dire que dans ce contexte, il est essentiel d'obtenir des décisions faciles à prendre, de la part de ceux et de celles dont on souhaite modifier le comportement. C'est-à-dire que comme vous le voyez sur le schéma qui est juste à côté, eh bien, une décision d'action, un petit acte, va induire un comportement et ce comportement va modifier les attitudes, les opinions, les croyances. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif, c'est d'essayer de proposer aux personnes de s'engager dans un comportement et de leur faire, entre guillemets, signer une sorte de contrat moral. C'est très important. Autre technique qui peut être utilisée, alors c'est la technique du pied dans la porte. La technique du pied dans la porte, c'est quoi? Eh bien, il y a un principe spécifique qui médit cette technique, c'est obtenir un peu avant de demander beaucoup. Concrètement, à chaque fois que vous allez acheter une cuisine, à chaque fois que vous allez acheter un salon, etc., c'est la technique utilisée, faut le savoir. Exemple, on va essayer d'obtenir un premier acte non problématique et peu coûteux pour la personne. C'est ce qu'on appelle l'acte préparatoire. Dans un contexte de libre choix, la personne a le droit d'accepter ou pas. Mais ça doit être utilisé avant d'en solliciter un second, bien plus difficile à obtenir. Et c'est d'ailleurs le comportement attendu. Les sujets engagés dans un premier comportement librement consenti accèdent plus facilement à une requête ultérieure plus coûteuse. Et je le répète, ça, ce sont des techniques qui sont enseignées dans la plupart des écoles de commerce, il faut le savoir. Alors, prenons un exemple. Objectif d'une action, c'est inciter les personnes à accepter l'implantation dans leur jardin d'un grand panneau incitant les automobilistes à la prudence. Alors, il faut savoir que si on demande directement aux propriétaires de terrain de mettre ce panneau sur leur terrain, en formulant directement cette demande, on obtient à peu près 17% d'acceptation. Par contre, en recourant au principe du pied dans la porte, on obtient un taux d'acceptation de 76%. Alors prenons un exemple. Dans ce cadre, l'acte préparatoire, eh bien, ça va être d'accepter de mettre un autocollant sur le pare-brise de la voiture, sur le thème « La prudence au volant ». D'accord ? C'est-à-dire que au départ, on va inciter les personnes à s'inclure, on va dire, dans la dynamique de changement, et ensuite, on va leur proposer de s'inclure dans cette dynamique de manière effective, réelle. Ça, c'est un point, je le répète, qui est utilisé systématiquement à partir du moment où on veut faire accepter quelque chose à quelqu'un. Les facteurs qui conditionnent l'engagement. Alors finalement, on s'aperçoit que par rapport à cet engagement, il y a quand même des stratégies à mettre en œuvre. Vous l'avez vu, on ne peut pas demander à quelqu'un comme ça de dire tiens, change maintenant. Il faut que ça se prépare. Regardez là encore, aujourd'hui on accepte de mettre le masque tous les jours, on accepte de se confiner, on accepte d'avoir un couvre-feu à 18h. Si c'est quelque chose qui avait été instauré dès le début, le premier jour où on a découvert le virus, mais jamais on n'aurait accepté tout ça. Les choses se sont faites progressivement, en expliquant, en nécessitant un engagement des personnes et un engagement en vue de quelque chose qui va s'améliorer à terme. On croise les doigts, Déjà, point important au niveau des facteurs qui conditionnent l'engagement, c'est la visibilité et l'importance de l'acte. C'est-à-dire qu'au départ, il doit y avoir un caractère public de l'acte. C'est-à-dire qu'un acte réalisé publiquement est plus engageant qu'un acte dont l'anonymat est garanti. Regardez maintenant tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et je pense que c'est une très bonne chose, la plupart des soignants qui se sont fait vacciner ont publié sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux, leurs photos en train de se faire vacciner. Et ça engage les gens à le faire. D'accord ? Si notre ministre de la Santé le fait, si un soignant le fait, les gens vont dire oui, effectivement, c'est bien de s'engager dans ce cadre-là. Également, point important, le caractère explicite de l'acte. C'est-à-dire qu'un acte explicite est beaucoup plus engageant qu'un acte ambigu.
D'accord? Si je le fais, je m'engage et c'est quelque chose de concret. Le caractère aussi d'irrévocabilité de l'acte, c'est-à-dire un acte irrévocable est plus engageant qu'un acte qui ne l'est pas. Je m'engage à faire quelque chose, je le fais, je ne peux plus revenir en arrière. Si je reviens en arrière, ça pose problème. Regardez, quand on vous fait signer pour l'achat d'une cuisine, vous allez avoir un délai de rétractation, mais une fois que le délai de rétractation est passé, c'est fini, vous êtes engagé, vous êtes obligé d'acheter la cuisine. C'est un peu la problématique. Également, le caractère de répétition de l'acte. Un acte que l'on répète est plus engageant qu'un acte qu'on ne réalise qu'une fois. Bien entendu, les conséquences de l'acte sont très importantes, c'est-à-dire qu'un acte est d'autant plus engageant qu'il est lourd de conséquences. On va faire quelque chose, on va s'impliquer dans quelque chose, à partir du moment où ce quelque chose nous apporte du positif, nous apporte un plus. D'accord? Là, on se confine le week-end, en tout cas à Nice, on va se confiner le week-end, pour que par la suite, on puisse ressortir, aller au restaurant, aller en boîte de nuit, etc., etc. Le coût de l'acte. Un acte est d'autant plus engageant qu'il est coûteux en argent, en temps, en énergie, etc. Concrètement, si vous allez payer quelque chose très cher, vous allez d'autant plus vous engager dans cet acte-là. D'accord? Si, je sais pas moi, vous devez partir en week-end dans un hôtel 5 étoiles qui va vous coûter peut-être 3 000 € le week-end, je vous assure que même s'il fait pas beau, vous allez y aller à votre week-end. Par contre, si vous avez réservé dans un appartement qu'on va vous prêter, s'il pleut un peu, vous allez dire « Oh, ça va, ce week-end, je reste à la maison, pas besoin que j'aille là-bas, j'irai une prochaine fois. » Point important aussi qui conditionne l'engagement, ce sont les raisons de l'acte et le contexte de liberté. C'est-à-dire que les raisons d'ordre externe, tout ce qui va concerner les concepts de récompense, de punition, vont avoir tendance à désengager. Par contre, les raisons d'ordre interne, les valeurs personnelles, engagent. Et ça, c'est une technique qui est utilisée, c'est la technique de l'étiquetage. C'est-à-dire, en gros, on renvoie à ce que la personne est, en l'occurrence, quelqu'un de bien. Vous traitez vos ordures, vous triez vos ordures parce que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous êtes quelqu'un qui veut sauver la planète. Par contre, si vous prenez un PV parce que vous ne traitez pas vos ordures, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre vos ordures dans la poubelle du voisin. D'accord? Et à ce moment-là, vous vous fichez de savoir si c'est trié, pas trié, et de toute façon, vous risquez pas d'avoir de PV. Le prérequis, c'est quoi? Le prérequis à ça, c'est le contexte dans lequel l'individu évolue. Eh bien, ce contexte-là doit lui conférer un statut de sujet libre. La plupart des théoriciens tiennent ce contexte de liberté pour le principal facteur d'engagement. La technique, c'est « mais vous êtes libre de ». D'accord? Vous êtes libre de pas acheter cette voiture, Vous allez prendre beaucoup moins bien. Vous allez acheter une autre voiture qui va tomber en panne dans le mois qui vient. Mais n'achetez pas la mienne, franchement, vous êtes tout à fait libre de pas le faire. Et en plus, si vous achetez cette voiture-là, vous allez faire du bien à la planète. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va vous renvoyer au fait que vous êtes quelqu'un de bien. Tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai été assez surpris. Je regardais un film à la télévision, il y a eu la coupure pub. Sur la coupure pub, je crois que sur les 10 pubs qu'il y a eu, on m'a félicité de faire du bien à la planète. Parce que j'ai acheté la lessive qui va bien et qui pollue pas. J'ai acheté le paquet de gâteaux dont l'emballage est renouvelable. J'ai acheté la voiture qui fonctionne à l'électrique. Enfin, en gros, je sors des pubs et je suis le meilleur du monde. C'est un peu ça la dynamique. Les effets de l'engagement sont d'autant plus forts que l'engagement est grand. C'est-à-dire que plus je m'engage personnellement dans une dynamique, et plus je vais trouver que cet engagement est important et que la finalité est importante. Je m'engage pour sauver la planète, à mon niveau à moi. Mais globalement, si la planète est sauvée, c'est grâce à moi. Et donc, alors finalement, que faire pour obtenir quel engagement et quel niveau d'identification développer? Et bien finalement, la prise en compte de ces questions confère à l'individu un statut d'acteur.
et pas seulement de récepteur. Ça, c'est un point majeur, d'accord? On s'engage dans un changement. On n'est pas juste un récepteur qui accepte d'eux et qui fait sous la contrainte. Sinon, ça fonctionne pas. C'est ce qui distingue une démarche de mobilisation basée sur l'engagement d'une démarche classique de persuasion. D'accord? L'engagement va nécessiter une communication engageante. Si on m'oblige à faire quelque chose, il y a un phénomène qui survient, qui est bien connu dans le domaine cognitif et comportemental, qui est le domaine d'extinction. C'est-à-dire que je vais le faire une fois, je vais le faire deux fois, mais au bout de quelque temps, je ne vais plus le faire. Par contre, si je m'engage à le faire pour des raisons personnelles, en lien avec mes valeurs propres, là, je vais continuer à changer mon comportement. En gros, si je roule plus doucement parce que j'ai peur d'avoir un PV, je vais le faire quelque temps, je vais peut-être me prendre un PV à un moment donné, mais globalement, je recommencerai. Par contre, si je roule plus doucement pour ne pas écraser des enfants qui sortent de l'école, ça, je vais continuer à le faire, parce que je suis quelqu'un de bien et que j'ai pas envie d'écraser des enfants qui sortent de l'école. Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une très bonne fin de colloque.